Bonjour à tous. Bonjour. Une conférence qui va être un petit peu différente de celle que vous avez peut-être eu l'habitude de suivre si certains d'entre vous connaissent déjà les conférences Moodwork. On a eu envie de vraiment faire quelque chose d'interactif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Moira Mikolajak et de Karine Cardoni qui vont se présenter. Je vous laisse nous en dire un petit peu plus sur vous. Karine, à toi l'honneur. Allez, d'accord, je me lance. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là ce soir pour effectivement présenter ce webinaire avec Margot. Je suis doublement contente parce que j'ai la chance de pouvoir interroger Moira avec laquelle j'ai déjà eu un certain nombre d'échanges, pas seulement sur le burn-out parental, mais aussi sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est la mise en place de modules de compétences émotionnelles à l'école. Et donc, je suis ravie ce soir de pouvoir l'interroger sur ce sujet important qu'est le burn-out parental et ravie de pouvoir collaborer avec Margot de Moodwork, avec laquelle on a eu des préparatifs tout à fait agréables. Voilà. Et donc, pour succinctement me présenter, donc moi, j'ai créé un organisme de formation qui s'appelle EmoSkills, qui est situé à Luxembourg et qui a pour objectif de mettre en avant des formations qui sont vraiment en lien avec le développement des compétences émotionnelles et relationnelles, à la fois en termes de développement personnel, donc pour les entreprises, les salariés, les personnes privées, mais également pour la communauté éducative. Donc, je travaille avec des enseignants, avec des éducateurs, des parents, pour travailler justement sur des pédagogies alternatives et des choses qui permettent en fait de mieux gérer les relations avec les enfants, à la fois dans la famille, mais également dans les instituts professionnels. Voilà. Alors, merci. Merci Karine. Je suis Moira Mikolajak, professeure à l'Université de Louvain en Belgique. Et depuis plusieurs années, avec ma collègue Isabelle Roskam, on a commencé à étudier en fait le burn-out parental. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, notre laboratoire est devenu le laboratoire de référence au monde en fait sur le sujet. Donc, on a accumulé pas mal de connaissances et c'est un plaisir de les partager, de partager un petit bout avec vous ce soir. Et donc, je vais clôturer ce tour de présentation pour me présenter aux personnes qui découvriraient les webinaires Moodwork ce soir. Je suis Margot Jolin, je suis docteur en psychologie et je suis responsable de la recherche chez Moodwork. Moodwork qui est une application digitale qui accompagne les salariés dans leur démarche de bien-être au travail. Et donc, vous allez peut-être me dire quel est le lien entre le bien-être au travail et le burn-out parental qui est le sujet de la conférence de ce soir. Eh bien, il y a des liens assez forts puisque si on ne se sent pas bien chez soi, il peut être parfois difficile du coup d'être totalement à ses tâches lorsqu'on travaille. Et donc, il est essentiel pour prendre dans sa globalité le bien-être au travail de s'attacher à des sujets qui touchent plutôt la sphère personnelle. Et c'est donc ce qu'on va faire toutes les trois ce soir. Cette conférence, ça va être finalement une discussion. Donc, Karine et moi allons interroger Moira sur tout un tas de choses qui tournent autour du burn-out parental. Mais vous aussi, n'hésitez pas à interagir et à nous poser des questions. On y répondra finalement au fur et à mesure de la présentation en fonction des différents sujets qui seront abordés. Néanmoins, si à la fin de la présentation, vous avez d'autres questions, on pourra aussi prendre du temps pour y répondre. On est en tout cas ensemble pour une bonne heure. Voilà. On commence avec la première question. Oui, on précise pas un petit peu les objectifs Tout à fait, excuse-moi. Ouais. Bien sûr. En plus, on avait une jolie slide pour ça. Les objectifs de notre présentation ce soir, déjà, vous aider à mieux comprendre ce qu'est le burn-out parental, ses points communs et ses différences avec le burn-out professionnel, dont vous avez peut-être déjà entendu parler aussi. Identifier quels sont les facteurs de risque et les conséquences pour le parent, évidemment, mais vous allez le voir, pas uniquement pour le parent, pour les enfants aussi, et même pour le couple, on aura l'occasion d'en parler. Et puis, comment faire pour se prémunir ou sortir d'un burn-out parental quand celui-ci semble déjà installé. Voilà un petit peu le vaste programme de la soirée.
Merci Margot. Alors la première question, Moira, que j'aurais envie de te poser, c'est qu'au-delà, avant de parler de la définition du burn-out, on avait effectivement mis en place, en fait, il y a un gros programme qui avait été mis en place, je pense, qui a débuté en 2018 dans 45 pays. Pour savoir un petit peu quel était le burn-out parental dans les différents pays du monde. Je crois qu'il y avait 45 pays qui avaient participé. Est-ce que tu as des statistiques justement à nous donner par rapport à ce grand programme de recherche? Oui, donc je vais envoyer un résultat synthétique sous forme d'une slide à Margot. Donc effectivement, il y a 42 pays qui ont envoyé leurs données. Donc vous voyez, ce sont les pays qui ne sont pas en blanc. Et ce que vous voyez sur la gauche, c'est ce qu'on appelle la prévalence instantanée. Alors la prévalence instantanée, c'est le pourcentage de personnes qui souffrent de burn-out parental dans une population. Alors, ce sont des pourcentages qui peuvent vous sembler petits, ici, 7-8%, mais il faut savoir que quand on fait une étude, il y a des gens qui ne sont pas en burn-out parental au moment de l'étude, mais qui l'ont été avant ou qui le seront après. Donc là, au moment où on parle, vous voyez que dans nos pays, là, si vous voyez la Belgique, la France, eh bien, il y a entre 6 et 8% de parents qui sont en burn-out parental. Et comme on va le voir plus loin dans cet entretien, je pense, eh bien, ce n'est pas anodin parce que ça représente en Belgique 200 000 parents qui sont en burn-out parental au moment où on parle. Et en France, 900 000 parents. Et encore, en fait, ça, ce sont les chiffres avant le confinement. Mais il y a une étude qui vient d'être menée par la Hollande sur 20 pays et qui montre que dans le monde, la prévalence du burn-out parental a augmenté en réalité depuis mars. Donc, ici, je n'ai pas les chiffres exacts, mais peut-être que les pays qui étaient à 8% se trouveraient, par exemple, à 10%. Donc, voilà, ce n'est pas insignifiant de penser qu'il y a 900 000 parents français qui sont en énorme souffrance au moment où on se parle. D'accord. Et comment tu expliques que les chiffres sont plus importants dans nos pays à nous que, par exemple, dans des pays en Afrique ou dans d'autres pays du monde? Oui, c'est la question qu'on s'est posée, parce qu'on aurait pu se dire, en Afrique, il y a des pays où la moyenne du nombre d'enfants, c'est 7 enfants. On pourrait se dire, quand on a 7 enfants, c'est plus épuisant que quand on en a 1 ou 2 ou 1,2, comme certains pays européens. Et pourtant, finalement, après réflexion et après analyse de toutes les données qu'on a collectées, c'est pas si étonnant. Pour 2 raisons. La première, c'est que dans les pays typiquement occidentaux, puisque vous voyez que le burn-out parental touche surtout les pays occidentaux, eh bien, on est seul face à sa parentalité. En tout cas, la parentalité, c'est l'affaire du couple. Ça se gère en famille nucléaire avec parfois un peu d'aide des grands-parents, mais jamais ou presque jamais l'aide des voisins, des oncles, des tantes, etc. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est certainement le contexte, la pression ambiante, donc typiquement ce qu'on appelle aujourd'hui la parentalité positive ou la parentalité bienveillante. Donc il y a toute une culture en fait qui met la pression sur les parents et particulièrement dans les pays occidentaux. Et ça, c'est une explication possible aussi de ces différences de prévalence. D'accord. Quand est-ce que ça termine finalement? Est-ce que cette étude est terminée ou alors est-ce que vous devez encore affiner, peaufiner les chiffres? Donc, cette étude est terminée, donc elle vient d'être acceptée pour publication d'ailleurs, donc elle est sous presse depuis quelques jours. Maintenant, elle a été poursuivie, comme je disais, par d'autres, des Hollandais qui, pendant le confinement, eux, ont sondé 20 de ces pays. Donc voilà, le consortium, puisque c'est un consortium qui rassemble 45 pays, il est toujours actif et il va continuer d'autres recherches, mais cette recherche-là, elle est terminée. D'accord. Alors, Moira, dis-nous un petit peu, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont bien au courant de ce qu'est le burn-out parental, mais certainement parmi les personnes qui sont là ce soir ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous donner une définition et nous expliquer un peu les syndromes du burn-out parental? Oui, tout à fait. Alors, le burn-out parental, comme le burn-out professionnel, c'est un syndrome d'épuisement. Mais c'est un syndrome d'épuisement qui est lié au rôle parental. Donc, le parent est épuisé dans sa parentalité, mais il n'est pas forcément épuisé par son travail. Alors, ce syndrome d'épuisement, il va se manifester par 4 symptômes spécifiques
qui vont être le premier symptôme, mais c'est forcément l'épuisement, hein, l'épuisement émotionnel. Donc les parents vont dire je n'en peux plus, je n'en peux plus d'être parent. La simple pensée de ce qu'il y a à faire pour ou avec les enfants, c'est déjà trop. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils sont au bout du rouleau avec leurs enfants. Alors quand le parent atteint un tel état de fatigue, eh bien à un moment donné, il y a un mécanisme de défense qui se met en place. L'énergie se recentre sur le parent. Et donc, il se distancie émotionnellement de ses enfants. C'est-à-dire, il fait ce qu'il faut, si vous voulez, mais il n'a plus l'énergie de s'investir dans la relation, dans l'éducation. Alors, le troisième symptôme, qui est en fait aussi la troisième phase, c'est la saturation. Donc, le parent, épuisé, distant, n'éprouve plus aucun plaisir dans son rôle de parent. Il en a ras-le-bol d'être parent. Et il n'éprouve plus non plus de plaisir à être avec ses enfants. Donc, typiquement, ce sont des parents qui vont nous dire « Moi, je suis tellement épuisée que mon plaisir, en fait, c'est d'aller voir mes enfants dormir le soir parce que c'est le seul moment où je peux encore éprouver l'amour que j'ai pour eux. Parce que pendant la journée, quand je suis à leur contact, eh bien, ce sont les aspects négatifs qui prédominent, c'est la fatigue. Et donc, je n'ai plus ce plaisir d'être avec eux. Et donc, tout ça, pour qu'on puisse parler de burn-out parental, il faut que tous ces symptômes contrastent avec la manière dont le parent était auparavant. Donc, un parent qui aurait toujours été apathique, manquant d'énergie, qui n'aurait jamais été proche de ses enfants, qui n'aurait jamais aimé être parent, ça, c'est autre chose. Il y a plein d'autres syndromes qui peuvent expliquer l'un ou l'autre de ces symptômes. Pour qu'on parle de burn-out, il faut vraiment que ce soit des parents que tu étais investis, impliqués, qui ont apprécié être parents et puis qui, par un ensemble de circonstances qu'on va pouvoir discuter, se sont épuisés dans leur parentalité et en sont arrivés là. Ah, Margot, il y a ton micro qui est coupé. Pardon, désolée. Et du coup, Moira, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu s'il y a peut-être des points communs ou des différences avec le burn-out professionnel dont on entend aussi beaucoup parler? Oui, donc dans les deux cas, ce sont deux symptômes, syndrome d'épuisement, qui en fait sont caractérisés grosso modo, si vous voulez, par les mêmes symptômes, mais qui n'ont pas la même, qui ne s'expriment pas et qui ne proviennent pas de la même sphère. Donc dans le cas du burn-out professionnel, l'épuisement émotionnel va se manifester au travail et en raison du travail. Mais quand vous sortez la personne de son contexte professionnel, eh bien, elle peut retrouver de l'énergie, elle peut apprécier être avec ses amis, être au contact de sa famille, dans ses loisirs, etc. Pareil pour le parent qui est en burn-out, il peut être épuisé dans sa parentalité et pourtant avoir de l'énergie au travail, dans ses loisirs, dans ses relations amicales. Alors, l'employé épuisé, il va dépersonnaliser les bénéficiaires de son travail. Donc, il va se distancier de ses clients, de ses patients, etc., jusqu'au point de les objectifier. Donc, vous avez parfois entendu des infirmières qui vont parler du sein de la chambre 21. Ça peut aller jusque-là. Le parent, c'est différent. Ses enfants, c'est quand même la chair de sa chair. Donc, il ne va pas aller jusqu'à les objectifier, mais il va avoir plutôt une distanciation émotionnelle. Et cette perte d'épanouissement professionnel qu'on retrouve chez les employés en burn-out, eh bien, chez le parent, ça va être une perte d'épanouissement et de saturation dans son rôle de parent. Et le contraste qui est beaucoup étudié dans le burn-out parental, il est en réalité aussi présent dans le burn-out professionnel. On ne va pas parler de burn-out chez un employé qui n'aurait pas été investi, qui n'aurait jamais bien traité ses clients et qui n'aurait jamais été épanoui au travail, bien sûr. Et est-ce qu'il peut y avoir des liens entre ces deux types de burn-out? Est-ce qu'on pourrait voir parfois des transferts d'une sphère à l'autre, par exemple? Alors oui, c'est une question intéressante parce qu'au début, on s'était vraiment demandé, est-ce que quelqu'un qui est en burn-out parental est forcément en burn-out professionnel et vice-versa? Est-ce qu'on est en burn-out, toutes sphères confondues, ou est-ce qu'on a un burn-out dans l'un domaine ou l'autre? Et nous avons découvert dans nos recherches qu'en fait, il y avait des gens qui étaient en burn-out professionnel sans être en burn-out parental et vice-versa. Donc, ce sont bien deux syndromes distincts. On peut avoir l'un sans présenter l'autre. Maintenant, évidemment, il y a des personnes qui vont avoir, alors, on peut parler pas réellement de transfert, mais plutôt de conséquences, c'est-à-dire que vous avez typiquement des parents qui vont être tellement épuisés par leur parentalité qu'ils vont rester très tard au travail, jusqu'à 9, 10 heures du soir. Et donc, à ce moment-là, ils vont se surinvestir au travail
parce qu'au départ, il y a une souffrance dans la sphère privée. Et on peut voir l'inverse aussi, c'est-à-dire des personnes qui vont, parce qu'ils sont épuisés de leur travail, passer de moins en moins de temps au travail et finalement de plus en plus de temps dans leur vie parentale et finalement venir s'épuiser dans ce rôle-là. Donc, il peut arriver mais qu'un burn-out entraîne un autre, mais c'est moins fréquent que ce qu'on pensait. Donc, on a mené des études longitudinales, on a suivi 1 millier de personnes sur 1 an, et on ne voit pas tant de transferts que ça, en réalité. Donc, ça existe, mais c'est rare. Merci. Alors, on a, je crois, un petit questionnaire pour nos participants, Margot. Exactement. Maintenant qu'on vous a un petit peu plus, enfin que Moïra vous a un petit peu plus présenté ces symptômes, est-ce que vous diriez que vous avez déjà éprouvé les symptômes qui caractérisent le burn-out parental? Alors, je vais vous demander, pour répondre à cette question, d'aller dans l'onglet sondage. Je publie le sondage. Normalement, le sondage a dû apparaître dans l'onglet sondage et vous allez pouvoir nous dire si vous avez l'impression d'avoir déjà ressenti ces symptômes. Moïra et Karine, vous pouvez vous aussi répondre pour pouvoir voir les résultats évoluer. C'est fait. C'est fait. Parfait. Alors là, les résultats sont en train à peu près de se stabiliser. On aurait 60% des participants qui se reconnaissent dans ces symptômes et qui pensent les avoir déjà éprouvés. Ah, c'est en train d'évoluer encore un petit peu, mais grosso modo, on est là-dessus, environ 60% de oui et 40% de non. Est-ce que du coup, Moïra, ça voudrait dire qu'on a 60% des personnes qui nous écoutent qui pourraient être en burn-out parental? Non, heureusement, ça ne veut pas dire ça. Mais plutôt qu'effectivement, les symptômes, ils peuvent être éprouvés par tout parent à un moment donné. C'est-à-dire que je pourrais un jour me retrouver un mardi soir complètement épuisée dans mon rôle parental, distante, etc. Maintenant, ce n'est pas pour autant que je suis en burn-out. Ce qui fait que quelqu'un est en burn-out parental, c'est la fréquence à laquelle ces symptômes apparaissent. Donc, tous ces symptômes, ils peuvent être éprouvés occasionnellement par tous les parents. Mais lorsque ces symptômes arrivent plusieurs fois par semaine, et donc à une intensité suffisante, donc on a une intensité et une fréquence, alors on va parler de burn-out parental. Par ailleurs, Moïra, je crois que par rapport à ce que tu dis, il faut qu'on éprouve aussi plusieurs symptômes en même temps pour considérer qu'on est en burn-out parental, au-delà de la fréquence. Tout à fait. Donc, en fait, il y a une liste qui a été établie sur base de nos recherches, d'entretiens menés aussi avec des parents en burn-out, donc de recherches à la fois qualitatives et quantitatives. Et si vous allez sur le site, mais vous ne devez pas y aller maintenant parce que sinon vous allez être déconcentré, mais je retrouverai l'adresse après, mais sur le site www.burnoutparental.com, vous avez un test qui vous permet de voir en fait où vous en êtes. Et ce test constitue une liste en fait de 23 symptômes, de 23 items, dont vous allez pouvoir évaluer avec quelle fréquence vous les ressentez. Et ça vous donnera une indication de savoir à quel point vous êtes proche ou éloigné du burn-out. Alors, par rapport à ce point, justement, pour savoir quelque part si on est en burn-out parental ou si on s'en approche, je crois que vous avez mis en place, donc notamment avec Isabelle Roskam, une balance qui s'appelle la balance des risques ressources. Est-ce que tu peux nous dire en quoi elle consiste et en quoi elle peut aider justement à identifier si on est en burn-out parental ou pas? Alors, cette balance n'est pas un questionnaire diagnostique du burn-out parental, mais vise plutôt à préciser l'étiologie du burn-out parental chez un parent donné. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on n'est pas en burn-out, dans le cadre de notre parentalité ordinaire, eh bien, on fait face évidemment à un ensemble de stresseurs parentaux. Tous les jours, il peut y avoir des disputes dans la fratrie, il peut y avoir des choses qui coincent un enfant malade, des devoirs qui sont plus compliqués à réaliser, tout d'un coup, des courses qu'on n'a pas fait, qu'il faut aller faire parce qu'il faut un équipement de sport ici ou là. Donc, des stresseurs parentaux, on en a tout le temps. Mais généralement, ils sont compensés par toute une série de ressources. Ces ressources pouvant être la joie qu'on éprouve à être avec nos enfants, l'aide du conjoint, l'aide des grands-parents, une personnalité zen, etc. Donc, on a des stresseurs, mais on a aussi des ressources.
Là où le bas blesse et là où on commence à devenir à risque, c'est quand à un moment donné, la balance se déséquilibre. C'est-à-dire quand on commence à avoir trop de stresseurs et plus assez de ressources pour compenser. Et comme vous voyez, les stresseurs, ils peuvent être de différentes natures. Donc, on peut avoir des stresseurs situationnels. D'un coup, votre enfant fait une chute à vélo et il fait un traumatisme crânien, il doit être hospitalisé à 80 km de la maison. Ou des stresseurs sociodémographiques. Vous n'avez pas assez d'argent, par exemple, pour envoyer votre enfant en classe de mer ou en classe de neige, où vous avez un tout petit appartement et donc il n'y a pas moyen de prendre distance par rapport au bruit des enfants, où vous avez beaucoup d'enfants par exemple, vous avez des stresseurs de nature familiale, par exemple des difficultés à vous accorder avec votre conjoint sur les valeurs éducatives, ou votre conjoint ou votre conjointe qui ne vous aide pas beaucoup, que ce soit concrètement ou émotionnellement. Vous avez des stresseurs qui sont de nature personnelle. Il y a du stress qu'on se met à soi tout seul en tant que parent, par exemple les parents qui veulent être des parents parfaits. Et puis il y a les stresseurs qui sont liés à la relation avec l'enfant. C'est plus facile d'être un parent d'enfant qui nous ressemble, qui a les mêmes goûts que nous, ou une personnalité facilement compatible avec la nôtre. C'est plus difficile quand on est un parent calme, on a un enfant très très turbulent, où c'est plus compliqué quand on a des pratiques parentales qui ne sont pas tout à fait adéquates par rapport à nos enfants. Et donc, à un moment donné, on peut faire face à différents types de stresseurs et n'avoir plus suffisamment de ressources pour compenser. Et c'est là, en fait, quand ça dure trop longtemps, que survient le burn-out parental. Et cette balance, elle permet de préciser pour chaque parent, en fait, de faire une sorte de bilan, d'une analyse qui permet de voir qu'est-ce qui a conduit ce parent à tomber en burn-out parental. Et là, ça va permettre après, évidemment, d'orienter la prise en charge, parce que si ce mécanisme étiologique général est commun à tous les parents en burn-out, ce qui compose la balance, eh bien ça, c'est singulier. La balance de chaque parent sera différente. Donc, c'est en ce sens qu'on dit que chaque burn-out a son histoire. Et alors, Pardon. Tu parlais des stresseurs personnels, j'en profite pour rebondir sur une question de Faiza qui nous demande comment gérer la culpabilité qui ronge et amplifie lorsqu'on éprouve plus de plaisir à être avec ses enfants alors qu'on les adore. Oui, ben ça c'est vraiment, ça c'est quelque chose extrêmement typique et c'est la souffrance qui vient notamment de ce contraste où le parent ne se reconnaît plus, où il n'arrive plus à être le parent qu'il était et qu'il a été, et donc ça engendre énormément de culpabilité. Souvent cette culpabilité, elle empêche le parent de dormir, le lendemain il a encore moins de ressources, etc. Et donc effectivement, dans le cadre du travail thérapeutique, ça va être en fait une des premières choses sur lesquelles on va travailler. C'est cette culpabilité qui peut être comprise comme une sorte d'émotion négative secondaire au burn-out. Donc, il y a déjà l'épuisement. Cet épuisement engendre, tous les symptômes du burn-out engendrent de la culpabilité qui va venir compliquer le burn-out. Et donc, à un moment donné, faire justement cet état des lieux, ce bilan, eh bien, ça va souvent, dans 90% des cas, ça va contribuer à alléger la culpabilité. Parce qu'en réalité, en faisant l'état des lieux de la situation, le parent va se dire, mais en fait, je ne pouvais presque pas faire autrement, il était impossible que je ne tourne pas en burn-out au vu de toute cette situation. Et donc ça va contribuer à alléger la culpabilité. Alors moi, j'ai deux petites questions, une sur les stresseurs et une sur les ressources. Alors sur les stresseurs, souvent, des gens vont penser que parce qu'on est jeune et qu'on a beaucoup d'enfants, ça peut potentiellement être des facteurs plus importants. Et en réalité, on se rend compte quand on identifie vraiment tous les stresseurs ou les facteurs de risque, que ce ne sont pas du tout ceux-là qui sont des facteurs de risque les plus importants. Donc, parmi tous les stresseurs qu'on voit sur la balance ici, est-ce que tu peux nous dire ceux qui ont le plus d'impact et ceux qui sont finalement les plus enclins à générer un burn-out parental? Oui. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Karine, et merci de soulever ce point parce que c'est vrai que la balance que j'ai envoyée à Margot ici, elle donne l'impression que toutes ces bulles ont le même poids. En réalité, j'aurais dû rétrécir très fort la taille de la bulle stresseur sociodémographique, mais on aurait pu su lire. Et donc, et j'aurais pu rétrécir aussi un petit peu la bulle stresseur situationnel. Donc, aussi étonnant que ça puisse paraître, le fait d'être jeune, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, le fait d'avoir un plus petit espace habitable,
tout ça, ça compte, mais ça compte beaucoup moins que le poids, par exemple, du perfectionnisme parental. Donc, vouloir être un parent parfait, ça a beaucoup plus de poids. Avoir des difficultés à gérer le stress de manière générale, ça a beaucoup plus de poids. Avoir une piètre coparentalité, donc avoir des difficultés à faire équipe parentale avec son conjoint, ça a beaucoup plus de poids, enfin son conjoint ou sa conjointe. Et tout ce qui est les stresseurs liés à la relation avec l'enfant, ça a aussi beaucoup plus de poids. Donc ça, c'est important de le dire, hein. C'est pas parce que on a effectivement beaucoup d'enfants, qu'on est jeune et peu expérimenté, qu'on est davantage sujet au burn-out que quelqu'un qui a une quarantaine d'années ou 35 ans, qui a plus d'expérience. Donc c'est important effectivement de le mentionner. Par rapport aux ressources, Moïra, est-ce que tu peux donner des exemples d'aide finalement de gens qui peuvent, parce qu'on va se dire parfois, ouais, j'ai mon conjoint, j'ai peut-être mes parents. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de ressources qu'on peut aller chercher qui ne sont pas forcément son conjoint, ses parents? Est-ce que tu peux donner des idées? Parce que peut-être des gens sont un petit peu, on va dire, secs par rapport à ça. Alors, d'abord, il faut préciser évidemment qu'il y a les ressources externes et puis les ressources internes. Donc, on peut aussi développer des ressources internes, mais tu as tout à fait raison. Alors, dans les ressources externes, il y a évidemment les écoles des devoirs, il y a, dans certains cas, les voisins. Alors, on peut évidemment aussi penser aux babysitters ou aux aides familiales. Ça dépend des pays. Il y a des pays, des régions. Ça dépend des pays et des régions. Mais il y a des régions où les aides familiales sont gratuites en fait quand le parent est en épuisement professionnel. À côté de ça, il y a aussi une ressource, enfin quelque chose que moi j'aime bien, c'est le concept de la famille tandem. La famille tandem, c'est une famille, si vous voulez, avec laquelle vous allez pouvoir faire tandem, c'est-à-dire une famille dont les enfants sont amis des vôtres ou dont au moins un enfant est un ami du vôtre, que cet enfant a pour effet de calmer votre enfant, donc pas un enfant qui va être insupportable, amener le vôtre à faire plein de bêtises, etc., plutôt un enfant qui a un effet apaisant sur le vôtre, et où vous allez pouvoir envoyer de temps à autre votre enfant en confiance et recevoir cet enfant-là d'une manière qui vous soulage parce que vous savez que quand votre enfant est avec celui-là, eh bien, les choses se passent bien. Et quand on a la chance d'avoir identifié une famille tandem dans l'entourage, souvent ce sont des parents d'un autre enfant de l'école, eh bien, ça vient vraiment permettre aux parents de souffler. Je posais cette question notamment parce que j'avais entendu une fois, je ne sais plus si c'était toi ou si c'était Isabelle, qui avait raconté l'histoire du papa qui avait créé ce fameux compte Facebook avec les autres papas de la même classe où se situait son enfant. Est-ce que tu peux peut-être raconter cette anecdote qui était chouette, je trouvais? Oui, tout à fait. Donc, c'est effectivement un papa. Donc, c'était ni dans la classe, c'était pas un enfant de la classe d'Isabelle ni de la mienne, mais effectivement, c'est une histoire qu'on a entendue en thérapie, donc d'un papa qui n'en pouvait plus et qui finalement se dit, mais j'entends aussi plein d'autres parents qui n'en peuvent plus. Et en fait, je vais créer un groupe sur Facebook. Donc, c'était tous les parents de la classe. Et en fait, chaque parent de la classe s'engageait un week-end par an de recevoir un autre enfant de la classe. Et donc, ce que ce papa disait, c'est que finalement, mais c'était pas mal parce que il y avait un week-end où il pouvait, voilà, partir en amoureux avec son épouse. Et l'autre week-end où finalement, ils accueillaient un autre enfant de la classe, c'était aussi un chouette week-end parce qu'ils profitaient pour faire plein de choses qu'ils ne font pas d'habitude. Ils allaient dans un parc d'attractions, un parc animalier. Finalement, des choses qu'ils n'ont pas forcément, qu'il ne faut pas forcément. Oups, attendez, je dois juste couper. Attendez, j'arrive. Les joies du digital. Ouais. C'est ma ressource à moi. C'est mon robot aspirateur. Il se déclenche tous les jours à 18h. Oui, ça aussi, c'est une ressource. Mais oui, non, voilà, donc ça, ce sont des choses finalement qui… Alors, eux l'avaient fait une fois par an, mais c'est toutes des choses auxquelles on ne pense pas, mais ça illustre aussi que la créativité a sa place, mais que le parent épuisé, il n'a souvent plus en fait l'énergie pour réfléchir à des solutions créatives, d'où le fait que la rencontre avec un professionnel qui peut réélargir le champ des possibles, c'est souvent utile. Ok, merci. Margot, je crois qu'on a une deuxième question pour… Oui, maintenant qu'on a un petit peu mieux compris ce système de balance, on voulait savoir
comment est-ce que vous situez votre balance personnelle en ce moment? Alors, on a eu tout à l'heure, à juste titre, un commentaire dans le chat où on nous disait, «Bah oui, on est en ce moment, confinés, ça n'aide pas», donc voyons un petit peu, comment vous situez votre balance. Est-ce que vous pensez qu'elle penche plutôt du côté ressources et que vos ressources pèsent plus lourd que vos stresseurs? Est-ce qu'elle est à l'équilibre ou est-ce qu'elle penche du côté des stresseurs? Alors, pendant que les personnes répondent, on a une nouvelle question qui est arrivée, une question de Sophie. J'en profite pour la lire. Elle nous dit qu'elle a un adolescent de 15 ans en seconde qui est fils unique et qui, je pense, manque de grande maturité. Il a du mal à se mettre au travail. Heu, il est heureux d'aller au lycée pour ses copains, mais pour les notes, c'est pas ça qui est ça apparemment. Que faire en tant que parent sans s'énerver? Oui, donc c'est une question qui effectivement revient souvent. Donc après, évidemment, c'est compliqué de donner une réponse qui convient à tous parce que ça dépend naturellement de la personnalité du parent et de celle de l'enfant, enfin de l'adolescent dans ce cas-ci. C'est particulièrement énervant parce que le parent a tendance à évidemment se projeter loin, à voir ce que tout ça, le fait de ne pas être intéressé par le travail scolaire, va générer dans la vie adulte de l'adolescent, mais l'adolescent, il n'est pas du tout là, évidemment. Donc lui, de fait, il voit plutôt le bien-être à court terme, mais pas du tout ce que ses parents voient. Donc il y a une différence fondamentale de point de vue et de maturité, de fait, parce que ce que pointe la maman ici, c'est pas juste l'analyse de la maman, c'est un état de fait tout à fait réel. Le cortex préfrontal, donc qui est la zone principale de maturité, de contrôle, de projection dans le futur, de contrôle de ses impulsions, etc., elle ne termine sa maturité qu'entre 20 et 25 ans, selon les personnes. Donc, de fait, l'adolescent, le jeune adulte est immature, a des difficultés à se projeter comme le parent, à inhiber certaines choses, à se mettre au travail. Donc, voilà, quelque part, il faut se rappeler que l'adolescent n'est pas un petit adulte. Il est un adulte en devenir dont le cerveau évolue progressivement. Alors, ce qu'on peut faire très, très concrètement, c'est un pacte, en fait, essayer d'avoir une discussion en disant, ben voilà, dans cette situation, quels sont tes principaux besoins et voilà, moi, en tant que parent, ce pourquoi j'ai besoin d'être rassurée. Et donc, typiquement, que tu travailles un minimum ou que tu aies des notes qui soient, je ne sais pas, au-dessus de 50 ou de 60%. Alors, le parent peut se dire, non, non, c'est pas possible, moi, je veux 80 ou 90%. Mais à un moment donné, il vaut mieux réduire un peu ses exigences et que l'enfant passe plutôt que mettre trop de pression et que finalement, ça génère des conflits et qu'on obtienne l'échec. Donc, à un moment donné, ça va être une espèce de négociation avec ce que chacun va être prêt à laisser tomber, à lâcher. Et donc, le parent va devoir lâcher du lest et l'adolescent, en retour, va devoir produire un effort. Donc, chacun va à la fois faire un effort, le parent pour lâcher du lest et l'adolescent pour produire quelque chose. Mais ça va se baser sur une discussion qui ne va pas être une discussion contraignante, mais une réelle discussion. Et ça, c'est une des opportunités de cette crise, on y reviendra, c'est d'avoir ce type de discussion qu'on n'a plus tellement, souvent c'est des bras de fer où finalement l'adolescent a parfois tendance à gagner parce que finalement il peut prendre sa maison comme un hôtel. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas puisqu'il est quand même largement, il est partiellement, ça dépend des pays. En Belgique, il est 50% confiné. Je pense qu'en France, je ne sais pas exactement comment c'est. Mais donc voilà, ça c'est une des pistes. Mais après, ça dépend évidemment de la personnalité du parent, de celle de l'adolescent. Ça, c'est ce qu'on peut dire de manière générale. Alors, par rapport justement aux conséquences… Une chose peut-être se rappeler que l'adolescent d'aujourd'hui n'est pas l'adulte de demain. Ça, c'est quelque chose à garder en tête pour tous les parents. L'adolescent d'aujourd'hui n'est pas l'adulte de demain. Il est immature, il va progressivement mûrir. Et puis, ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça, si je peux me permettre, là, on voit aussi dans les sondages par rapport à la question que en ce moment, les stresseurs penchent davantage que les ressources. Ça joue aussi sur la patience du parent, sur la situation actuelle fait que ça n'est pas simple non plus. On a plus d'incertitudes, on ne connaît pas forcément le lendemain. Donc tout ça vient s'ajouter en plus à son stress professionnel, ce qui fait qu'au total, on a moins de patience qu'avant peut-être. Exactement. Exactement.
plus on est stressé, plus on est irritable, moins on a de patience. C'est ça. Résumé. Et donc, c'est ça, avec ce jeune qui est immature, par essence, par nature. Oui. Donc, il faut s'en rappeler de cela aussi. Alors, Moira, est-ce que tu peux nous parler maintenant quelque part des conséquences que ça va avoir quand on est effectivement en burn-out, qu'on tombe en burn-out, qu'on est déjà dans un burn-out parental avancé? Quelles sont les conséquences déjà pour soi, quand soi-même on est en burn-out parental? Qu'est-ce qui se passe par rapport à nos comportements? Oui, alors en fait, les conséquences du burn-out parental, elles vont affecter donc le parent, mais aussi tout le système familial, donc l'enfant et le couple. Alors au départ, ça va être juste de l'irritabilité. Donc quand le parent entre en burn-out, donc quand il entre dans la phase d'épuisement, il va devenir plus impatient, plus irritable. Somme toute, ce n'est pas gravissime, même si ça augmente les tensions dans la famille. Alors quand les symptômes de burn-out s'intensifient, on va voir apparaître des problèmes de santé physique, qui peuvent être d'une part une aggravation de problèmes de santé physique existants. Donc, celui qui a des migraines va avoir plus de crises de migraine, celui qui a de l'eczéma va avoir plus de plaques d'eczéma, celui qui a des troubles gastro-intestinaux va avoir plus, etc., etc. À côté de ça, il peut avoir la survenue de troubles qui n'existaient pas auparavant et qui sont typiquement des troubles résultant de trop de stress, comme une hyperthyroïdie ou d'autres problèmes de santé physique. Alors, on va voir apparaître aussi une augmentation des comportements addictifs. Donc, le parent qui, avant d'être épuisé, prenait 1 ou 2 verres de vin à table, peut avoir tendance à en prendre 3 ou 4. Le parent qui passait 1 heure sur les réseaux sociaux après le repas peut avoir tendance à passer 3-4 heures. Donc, ces comportements addictifs ont pour fonction, si vous voulez, de permettre aux parents de se distraire, de se déconnecter en fait de sa souffrance et de sa parentalité. Alors, quand le burn-out parental s'aggrave encore, on va voir augmenter drastiquement la fréquence des idées suicidaires, beaucoup plus que dans le burn-out professionnel et beaucoup plus encore que dans la dépression, dont les idées suicidaires sont pourtant un critère diagnostique. Alors, pourquoi ça ? C'est relativement facile à comprendre. Dans toute une série de cas, vous pouvez éviter, si vous voulez, à un moment donné, temporairement ou définitivement, la source de la souffrance. En burn-out professionnel, on peut se mettre en congé maladie, on peut changer de service, on peut changer d'entreprise. En burn-out parental, on ne peut pas démissionner de son rôle de parent. Légalement, ce n'est pas permis. On ne peut pas se mettre en congé de ses enfants, on ne peut pas changer d'enfant. Donc, voilà, le parent a l'impression d'être pris, en fait, dans une souffrance dont il ne sait pas se sortir. Et donc, la seule solution qu'il voit à un moment donné, c'est soit de se supprimer lui-même, soit tout quitter sans laisser d'adresse. Donc ça, ce sont les conséquences sur le parent. Et elles sont bien documentées, donc à la fois au niveau psychologique, mais aussi au niveau physique, parce que on a mené aussi des recherches plus au niveau biologique. Et donc, le burn-out parental s'inscrit aussi tout à fait dans le corps, d'où les problèmes de santé physique. Alors, loin de s'arrêter aux parents, ce burn-out parental, il va aussi avoir rapidement des conséquences sur l'enfant. Donc, dans un premier temps, on va voir apparaître la négligence des besoins affectifs de l'enfant, qui est en fait la conséquence de cette distanciation affective. Donc, le parent ne va plus être capable ou moins être capable de montrer à l'enfant combien il l'aime. Il ne va plus pouvoir être à l'écoute de son enfant. Il ne va plus avoir l'énergie pour le consoler, pour le rassurer quand il ne va pas bien, etc. Puis, au fur et à mesure que le burn-out parental s'aggrave, on va voir une négligence des besoins éducationnels. Le parent n'a plus le courage d'énoncer les règles, de faire respecter les règles, ou s'il faisait les devoirs auparavant, il n'a plus la patience de faire les devoirs. Et quand le burn-out parental s'aggrave encore plus, on va voir apparaître une négligence des besoins physiques. Donc, le parent n'a plus l'énergie d'amener l'enfant chez le médecin quand il sait qu'il devrait le faire, n'a plus le courage d'aller chercher les médicaments, n'a plus le courage de donner le bain ou de demander à son ado de prendre une douche si celui-ci sent mauvais, etc. Donc, ça va être l'aspect de négligence. Et on va voir en fait le même pattern pour la violence. Donc, quand les symptômes de burn-out parental sont encore légers, donc quand on est encore juste, entre guillemets, dans la phase d'épuisement, qu'on n'a pas encore eu la distanciation affective, etc., on va voir surtout de la violence verbale, mais qui peut quand même aller jusqu'à des hurlements hystériques. Donc, certains parents disent « je ne me reconnais plus, je hurle comme une possédée ou je hurle comme un possédé sur mes enfants ». Et puis, malheureusement, quand le burn-out parental s'aggrave, on peut avoir des actes aussi de violence physique. Donc, plus seulement verbal, mais physique à ce moment-là,
où le parent peut se surprendre à jeter des objets en direction de son enfant ou à gifler son enfant. Et ça peut arriver même à des parents qui n'étaient pas violents physiquement, voire même qui étaient opposés philosophiquement à la violence. Et ça, c'est particulièrement douloureux parce que vraiment, ça vient signer ce contraste où ce parent se dit « mais moi, je n'ai jamais été violent, je n'ai jamais voulu être violent, je suis contre la violence et voilà que je viens de gifler ou fesser mon enfant. » Et ça vient alimenter évidemment le contraste, la culpabilité, etc. Et ça va venir aussi alimenter les conflits de couple où un parent va reprocher à l'autre son état et de n'avoir pas été suffisamment là, ou se décharger sur son conjoint de la violence qu'il contient vis-à-vis de ses enfants, ou encore le conjoint qui n'est pas en burn-out ou la conjointe qui n'est pas en burn-out peut s'énerver en fait sur le parent en burn-out en regardant comment celui-ci traite ses enfants. Et donc tout ça va alimenter en fait un véritable cercle vicieux qui peut être très très délétère évidemment pour les parents eux-mêmes, les enfants et la famille, d'où l'importance de prendre en charge la chose. Alors justement, par rapport à ce que tu mentionnes, si on revient sur l'enfant, du coup, quels vont être les ressentis de l'enfant face à ces violences verbales, physiques ou cette négligence du parent? Parce que ce n'est pas des choses qu'avant le parent faisait. Donc, comment va réagir l'enfant? Est-ce qu'il va se sentir coupable? Est-ce qu'il va avoir des incidences physiologiques ou des choses comme ça qui vont survenir? Oui, c'est une très bonne question. Et il y a 2 ans, il y a une mémorante chez nous qui a investigué ça. Alors, on n'a pas encore d'investigation à grande échelle parce que c'est très compliqué. Autant on peut étudier des milliers de parents, autant c'est plus compliqué de faire ça pour des raisons éthiques et autres avec les enfants. Mais donc, elle est allée mener des entretiens approfondis avec toute une série d'enfants, de parents en burn-out. Et une chose qui est très nette, c'est que les enfants perçoivent bien ce contraste entre l'avant et l'après. Donc, ils vont vraiment verbaliser « ma maman ou mon papa n'est plus comme il était avant et j'ai peur ». Donc ça, c'est une première partie de la chose. Donc, les enfants perçoivent le contraste et ce contraste les fait souffrir. Donc, tous les enfants interrogés, en fait, dans le cadre de cette étude, avaient commencé avaient des manifestations somatiques ou scolaires, en fait, de cette souffrance. Donc, certains faisaient beaucoup de cauchemars. Chez des plus jeunes enfants, ça se manifestait par de l'énurésie. Donc, l'enfant recommence à faire pipi au lit. Il y avait une baisse de résultats scolaires. Donc, clairement, l'enfant est en souffrance. Mais par contre, ce qui était absolument frappant, donc l'étude portait sur des enfants qui avaient entre 7 et 12 ans. Les résultats auraient peut-être été différents si ça avait été des enfants plus âgés. Mais aucun des enfants ne comprenait que la fatigue du parent était liée à son rôle parental. Et ça, c'est peut-être tant mieux, parce que ça permet d'éviter la culpabilité d'une certaine façon. Mais donc, l'enfant restait dans une grande incompréhension de ce qui se passait, en fait, parce qu'il ne savait même pas que ça résultait de la fatigue. Donc, voilà, il ne faut évidemment pas dire à l'enfant « je suis en burn-out parental », sinon ça crée une énorme culpabilité. Mais peut-être mettre des mots en disant « papa est particulièrement fatigué pour le moment » ou « maman est particulièrement fatiguée ». Et je me rends compte que je ne suis plus la maman que j'ai été pour, quelque part, mettre des mots pour que l'enfant puisse savoir ce qui est en train de se produire. Et par rapport à ce que tu disais, donc c'est pas encore très poussé en termes d'études pour connaître les impacts sur les enfants. Tu mentionnais que cette petite étude, elle avait eu lieu avec des enfants de 7 à 12 ans. Est-ce que tu penses que l'impact d'une maman en burn-out ou d'un papa en burn-out parental est plus ou moins importante en fonction de l'âge de l'enfant, les incidences sur l'enfant? J'imagine que plus les enfants sont petits, plus effectivement ça va se ressentir et peut-être ça va avoir des conséquences à plus long terme. Est-ce qu'on sait déjà des choses sur le sujet ou... Non, on sait rien. En fait, on peut faire des hypothèses très, très contradictoires. Une chose qui paraît probablement évidente, c'est que les impacts vont être d'autant plus importants que le burn-out parental est prolongé. Ça, c'est probablement la seule chose dont on peut être sûr. C'est plus ça dure longtemps, plus les conséquences vont être désastreuses. Impactantes. Plutôt que l'âge. Parce que plus les enfants jeunes, évidemment, plus il y a de plasticité, il y a moyen de réparer, mais en même temps, plus la constitution des axes de réponse émotionnelle est en train de se faire. Donc voilà, mais c'est sûr que plus ça dure longtemps, plus ça va avoir un impact. Alors,
Ce symptôme du burn-out parental, est-ce que c'est pourquoi on en parle tellement maintenant? Parce qu'on se dit finalement toutes ces problématiques, on devait certainement les vivre aussi dans le passé, ça s'appelait peut-être pas de la même façon. Qu'est-ce qui explique maintenant qu'on arrive à mettre des mots sur ce burn-out parental et est-ce que c'est un syndrome, on va dire, du 21e siècle, ce syndrome du burn-out parental? Oui, c'est vraiment une bonne question hein, parce que le terme, en fait, il a été créé par deux hommes américains dans les années 80, le terme de burn-out parental. C'était deux consultants dans le domaine du burn-out professionnel qui se disaient, donc c'est un livre, ils ont écrit un livre, Parent Burnout, qui faisait état de ce que, en fait, tous les symptômes qu'on peut observer chez des employés en burn-out pourraient tout à fait se retrouver chez des parents en burn-out. Mais donc, c'était quelque chose de très théorique qui n'avait pas du tout étudié ça. Et ça a eu assez peu de retentissement, le livre a été assez peu vendu, etc. Et il a fallu attendre 2007 pour qu'une équipe suédoise commence à se saisir de cette question du burn-out parental, au départ chez des parents d'enfants malades, et puis finalement que d'autres s'en saisissent. Et donc on peut se dire, mais pourquoi, effectivement, pourquoi maintenant ? Ma puce, je vais te demander de faire un tout petit peu moins de bruit avec les crayons. Ah oui, parce que j'ai ma fille qui est à côté de moi. Donc, alors, il y a plusieurs raisons. Donc, il est évident que de tout temps, des parents se sont épuisés. Et en même temps, on a mené une étude rétrospective en allant dans des maisons de retraite, des homes, comme on appelle en Belgique, je pense que ça s'appelle des EHPAD en France, je ne sais pas quel est le terme au Luxembourg. Mais toujours est-il qu'on a demandé, en fait, alors c'est une étude qui est pas hyper propre méthodologiquement, parce qu'il y a beaucoup de biais de mémoire naturellement, mais on a listé les symptômes de burn-out parental et on a demandé aux personnes qui avaient toutes plus de 60 ans et certaines plus de 80 ou plus de 90 ans, si elles avaient éprouvé à un moment donné dans leur vie un faisceau de ces symptômes. Et donc, on leur a dit, voilà, est-ce que vous pouvez indiquer si pour chacun de ces symptômes, est-ce qu'à un moment donné de votre parentalité, vous l'avez ressenti? Et puis je pense qu'on leur demandait la fréquence, etc., pour pouvoir réévaluer après coup quel pourcentage de gens avaient pu vivre un burn-out parental. Donc, ce n'est pas super propre méthodologiquement, mais n'empêche, on avait seulement 1% de gens qui ont en fait le même pourcentage qu'en Afrique. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, en Belgique, les gens avaient effectivement entre 7 et 11 enfants, exactement comme maintenant en Afrique. Mais quand on a mené des entretiens approfondis avec une série de ces personnes, eh bien, ce qu'on s'apercevait, c'est que effectivement, les circonstances étaient différentes. Ils se mettaient beaucoup moins de pression. D'abord, les femmes considéraient que c'était leur rôle. Elles ne voulaient pas, en fait, de l'aide de leur mari. Aujourd'hui, les femmes considèrent que leur mari doit aider et donc sont frustrées si leur mari n'aide pas. Et les hommes, d'ailleurs, pareil, ils considèrent que leur épouse doit faire et si elle ne le fait pas, ils sont frustrés. À l'époque, beaucoup de ces dames plus âgées nous ont dit quand le mari se mêlait de la parentalité, c'est comme s'il nous désavouait dans notre rôle parental. Donc, il n'y avait pas déjà cette attente-là. Alors, il y avait aussi le fait qu'il y avait un plus grand soutien entre femmes de l'Église, etc., etc., et moins cette pression d'être un parent parfait comme on l'entend aujourd'hui. Il fallait donner à ses enfants une bonne éducation, il fallait les envoyer à l'école, les maintenir en bonne santé, mais il n'y avait pas toute cette idée que l'enfant devait aller à 3 activités extrascolaires par semaine, qu'il devait faire à la fois ceci. Non, on envoyait les enfants jouer dehors, ils prenaient leur vélo, et voilà. Et donc, il y a eu, au cours des 50 dernières années, toute une série de bouleversements qui ont drastiquement augmenté la pression sur le rôle des parents, sur les parents. Il y a des évolutions qui ont augmenté la pression sur les pères. Aujourd'hui, on attend d'un père qui soit investi dans sa parentalité, qui soit sensible, etc. Mais les pères d'aujourd'hui n'ont pas nécessairement vu leur propre père être investi dans la parentalité, donc ils n'ont pas été socialisés pour ce rôle. L'enfant est devenu un sujet de droit. Et donc, aujourd'hui, avant, ce que faisait le pater familias ou la mère de famille dans sa famille, personne n'allait se mêler de comment elle faisait obéir ses enfants. Aujourd'hui, vous n'avez pas intérêt à ce que votre enfant tombe dans les escaliers la veille de la visite médicale, parce que vous savez que vous aurez les services sociaux sur le dos. Donc, vous avez un ensemble de devoirs en tant que parent, et dans toute une série de pays, la fessée est maintenant interdite. Donc, c'est plus compliqué, en tout cas, c'est perçu comme tel.
Alors, il y a le développement de la contraception, de la procréation médicament assistée, qui ont créé la notion d'enfant choisi. Et donc, si j'ai tellement désiré cet enfant, si j'ai pu choisir à quel moment il venait, alors, quelque part, cet enfant doit m'apporter la satisfaction. Si l'enfant est source de difficulté, c'est plus compliqué à accepter. Et puis, les psys s'en sont mêlés, et là, on doit faire notre mea culpa. En tout cas, je dois faire le mien, parce que la profession à laquelle j'appartiens a beaucoup étudié le développement de l'enfant, a beaucoup étudié un certain nombre de choses, et puis c'est dit qu'on allait écrire des livres de recettes pour aider les parents. Mais en fait, chaque fois qu'on fait ça, on met la pression. Puisque si tout est disponible pour faire obéir ses enfants, pourquoi moi, j'y arrive pas? Ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Et finalement, pour clôturer et pour mettre encore une couche, aujourd'hui, on vous dit, vous devez totalement réussir vos enfants. Donc, quelque part, on a l'impression qu'on doit se sacrifier pour ses enfants. Mais en même temps, on nous dit, vous devez être heureux. Vous devez penser à vos propres besoins. Et ça, c'est presque impossible de penser à soi, ses propres besoins, et en même temps se sacrifier pour l'enfant. Avant, les mères, c'était leur lot de se sacrifier pour leurs enfants. Elles ne pensaient pas qu'elles pouvaient penser à elles. Alors, tu m'as fait penser à une question, en fait. On a parlé du burn-out parental, mais est-ce que les papas sont sujets de la même façon, parce que je vois qu'on a des hommes aussi ce soir, est-ce qu'ils sont autant sujets au burn-out parental que les mamans? Alors, parmi les parents en burn-out, il y a 2 tiers de mères et 1 tiers de pères. Donc ça, c'est ce qu'on trouve, en tout cas dans nos pays, Belgique, France, etc. Alors, pourtant, ce qui est amusant, c'est que parmi ces pères, il y a donc une partie qui prend en charge l'intégralité de la vie des charges parentales, avec des rôles qui sont inversés. Une mère qui travaille énormément, qui revient plus tard, et donc le père prend tout en charge. Mais il y a aussi, parmi des pères en burn-out, des pères qui n'ont pas l'entièreté de cette charge. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à cause de cette non-socialisation au rôle parental, la petite fille, depuis qu'elle est toute petite, on lui dit, tu vas t'occuper, tu vas jouer avec tes poupées, etc. Donc, elle est dans le soin depuis toute petite. Tandis que le garçon, il n'a pas été socialisé pour ce rôle. Aucun parent, aujourd'hui, n'offre des poupées à ses garçons. Et donc, quelque part, si vous prenez un homme et une femme et vous leur demandez à chacun de monter une étagère, à QI égal, eh bien, ça coûtera plus à une femme qu'à un homme. Eh bien, c'est la même chose dans le rôle parental. Aujourd'hui, la parentalité coûte plus aux hommes. Elle leur demande plus d'énergie parce qu'ils ont été moins socialisés pour ce rôle. Et donc, j'espère que les choses vont évoluer au fur et à mesure des générations. D'accord, merci. Alors, on va il y a peut-être, je crois, une question encore pour les participants ce soir, Margot, Non, pas encore, c'est plus tard alors, je crois. Là, on va parler plutôt de la situation actuelle. Tout à fait. J'avais mon micro qui était coupé. Je pouvais bien parler, personne ne m'entendait. Je suis désolée. Oui, avant de passer à une nouvelle question pour vous, les participants, juste un petit peu quelques mots sur la crise qu'on traverse. C'est vrai qu'on parle beaucoup des risques, mais est-ce que cette crise peut aussi être l'occasion d'opportunités? Est-ce que tu as un petit peu des messages positifs à nous transmettre ce soir, Moïra? Oui, donc je ne vais pas m'étendre sur les risques parce que ça, tout le monde les connaît. Il suffit d'ouvrir les journaux. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des opportunités. Et ce n'est pas juste moi qui le dis parce que je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste et positif, mais plutôt parce qu'on a effectivement participé à cette grande étude sur l'épuisement des familles durant le confinement. Et en fait, on a vu qu'il y avait quand même 1 tiers des parents qui étaient moins épuisés et qui avaient, quand on approfondit, trouvé en fait découvert de nouvelles choses, découvert que certaines choses n'étaient pas si importantes, que finalement passer du temps avec ses enfants, c'était peut-être plus important que de vouloir les conduire à cette activité de karaté ou vouloir qu'ils fassent à tout prix telle ou telle chose. Certains parents nous ont dit que ça avait été l'occasion en fait de rediscuter du partage des tâches entre conjoints, de mettre sur la table des choses qui s'étaient définies dans l'implicite, qui n'avaient jamais été rediscutées, et donc finalement d'apporter une flexibilité. D'autres parents nous ont dit que ça avait été l'occasion de mettre les enfants à contribution, parce qu'on part souvent du principe que voilà, c'est nous qui devons faire les choses, mais voilà, là il a fallu, ils se sont donné en fait la permission de mettre leurs enfants à contribution pour certaines choses, que ça soit dresser la table, débarrasser le lave-vaisselle, passer l'aspirateur, etc.
Et certaines de ces choses sont restées même après le retour à l'école. Donc, il y a aussi des opportunités. Alors, par rapport aux adolescents, justement, de rediscuter les règles, parce qu'à un moment donné, sinon, c'était insupportable, et de réinstaurer une communication qui n'était plus nécessairement là quand l'adolescent, pouvait prendre sa maison pour un hôtel. Donc, il y a aussi des opportunités qui ne sont pas toutes aussi faciles à saisir dans toutes les familles, mais il y a des choses probablement à saisir. Alors, j'en reviens à notre petit sondage et c'est assez équilibré, hein. Il y a 60 de personnes qui savent vers qui se tourner et 43 maintenant de personnes qui ne savent pas. Alors peut-être que Moïra, tu vas pouvoir nous donner un petit peu des pistes, justement, vers qui est-ce qu'on peut se tourner quand on a l'impression qu'on est débordé dans cette parentalité? Oui, donc, alors évidemment, on peut se tourner vers son conjoint en expliquant, parce que certaines personnes en fait, n'osent même pas en parler à leur conjoint. Donc, j'aurais envie de dire, la première personne à qui on devrait probablement s'ouvrir en toute transparence, c'est le conjoint. Si ce n'est pas possible ou si le conjoint fait la sourde oreille, il ne faut pas hésiter à aller trouver un professionnel. Parce que ce qu'on a vu, c'est que, en tout cas en Belgique, avant qu'on en parle autant dans les médias, les gens arrivaient très, très tard dans notre centre de consultation. Ils étaient déjà dans un état d'épuisement extrêmement sévère. Et plus on en a parlé dans les médias, et plus les gens sont arrivés tôt. Donc, les thérapies étaient beaucoup plus courtes et beaucoup plus efficaces. Donc, j'aurais envie de dire aux gens, il vaut mieux consulter plus rapidement parce que ça ira beaucoup plus vite. Alors, pour trouver un professionnel près de chez soi, sur le site justement burnoutparental.com, vous avez dans un onglet, donc vous avez sous l'onglet parents, vous avez s'en sortir, et là vous avez trouver un professionnel près de chez soi, et vous avez la liste de tous les professionnels qui ont été formés, donc en Belgique, en France, au Luxembourg, à la prise en charge du burn-out parental. Donc là, vous trouvez quelqu'un qui a vraiment été formé à la prise en charge du burn-out parental. Donc ça, c'est une façon. Maintenant, vous pouvez également vous en ouvrir à votre médecin de famille, mais il n'est pas dit, évidemment, qu'il saura de quoi vous souffrez. Et certains parents, parfois, nous ont fait part de situations qui pourraient être drôles si elles ne sont pas aussi catastrophiques, de médecins qui disent « Mais oui, je vois que vous êtes épuisé et je vais vous mettre en congé maladie. » Et le parent qui dit « Non, 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 si, vous ne discutez pas, je vois que vous êtes épuisé, vous allez prendre 3 semaines. » Et le parent qui se dit « Mais ça, c'est pire que tout, je ne veux pas être 3 semaines avec mes enfants. » Donc, voilà, trouver un professionnel qui a été formé, c'est probablement mieux. Alors après, si vous n'en êtes pas si loin, il y a aussi des livres, notamment celui de gauche, le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir, qui est vraiment à destination des parents. L'autre est à destination des professionnels. Et toujours, si vous êtes moins loin, il y a l'application Dr Mood Parents. Attention qu'il y a aussi Dr Mood, mais là, c'est Dr Mood Parents, qui, par toute une série de petites activités ou de petits exercices, vous amène à travailler différents aspects de votre balance, en fait. Et donc, les 2 premiers exercices que cette application vous demande, c'est d'abord d'évaluer votre degré de burn-out parental et puis de faire la balance pour identifier qu'est-ce qui contribue le plus à votre burn-out parental. Et puis, les programmes sont calibrés en fonction. Et je dirais peut-être, Moïra, aussi, il y a peut-être d'identifier soi-même, comme tu disais, donc de travailler aussi avec, d'échanger avec son conjoint, mais de chercher par soi-même aussi, de se dire, bon, voilà, il y a des moments où j'ai peut-être besoin d'être seule, de vraiment de me retrouver seule avec moi-même, d'avoir des temps de qualité pour moi. Comment est-ce que je peux faire aussi pour laisser mes enfants à un moment donné à telle ou telle personne pour que je puisse aussi m'occuper de choses que j'aime. Et par exemple, si la personne n'aime pas faire les devoirs avec les enfants, de se dire avec son conjoint, écoute, occupe-toi des devoirs, moi je vais m'occuper de choses qui me paraissent un peu moins pénibles en ce moment. Donc ça, c'est super important aussi d'essayer déjà de trouver des solutions au sein de son couple et de se dire, il faut se trouver des moments pour soi pour pouvoir aussi un moment souffler et retrouver un petit peu d'énergie après pour les retrouver. Parce que les gens qui sont 100% avec leurs enfants, c'est extrêmement difficile à un moment donné de prendre le recul nécessaire. Oui, tu as tout à fait raison. C'est vraiment la métaphore de l'avion. Dans l'avion, s'il y a une dépressurisation, on vous dira, vous devez d'abord mettre le masque sur vous avant de le mettre sur les enfants. Et ça, c'est très clair qu'on ne peut pas être un bon parent si on ne prend pas d'abord soin de soi en tant que parent. Donc, on doit pouvoir avoir ces breaks, comme tu dis. Et on doit aussi pouvoir identifier, comme tu le dis très justement, les moments qui sont particulièrement pénibles. Alors, parfois, c'est compliqué pour le parent de savoir
beaucoup de parents complètement épuisés vont nous dire, oui, mais tout m'épuise, tout. Et donc, en fait, ils n'arrivent plus à voir. Alors, moi, ce que je leur demande, c'est de faire un tableau avec tous les jours de la semaine et chaque heure de la journée. Et de pouvoir identifier pour chaque jour qu'est-ce qui les nourrit, qu'est-ce qui contribue à leur faire plaisir et qu'est-ce qui contribue à les épuiser. Et là, il apparaît souvent des récurrences. Par exemple, on va voir que XXX jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, qu'est-ce qui contribue à m'épuiser? Les devoirs. Et qu'il y a des jours où il n'y a rien qui vient nourrir. Alors, si on voit qu'il y a des récurrences dans ce qui épuise, pour certains parents, ça va être le bain, par exemple, ou pour certains parents, ça va être telle discussion avec l'ado autour de telle question précise. Par exemple, ce qui m'épuise tous les jours, c'est de rentrer du boulot et de voir mon ado sur ses jeux vidéo et d'avoir cette éternelle discussion. Alors, on sait sur quoi on doit centrer son énergie. Donc, de fait, je te rejoins dans ce que tu dis. Ok. Merci Moira. Je crois qu'on est arrivé au terme de ce webinaire. Je ne sais pas si on a encore des questions. Il y a eu de nombreuses questions, oui. Je ne sais pas si tu veux les choisir, Moira, ou si tu veux que je t'en choisisse. Oui, je voyais par hasard en ouvrant celle de Faiza qui disait malheureusement les enfants ressentent nos états d'âme. L'un de mes enfants avec lequel j'avoue être moins patiente pense que je l'aime pas ou plus. Comment ne pas les perturber par notre mal-être? Donc effectivement, c'est toute cette question de la culpabilité, etc., et de la difficulté quand on est en burn-out à montrer encore à ses enfants. Et c'est vrai que parmi la fratrie, il y en a un qui peut être plus difficile, ou en tout cas la compatibilité avec notre propre personnalité est moins bonne, et donc le burn-out parental peut parfois se focaliser sur un enfant qui peut avoir alors par comparaison avec ses frères et sœurs cette impression que le parent ne l'aime plus. Donc même si c'est compliqué, même si c'est extrêmement compliqué, même si par moment on a l'impression qu'on ne le ressent pas, il faut pouvoir dire à l'enfant, même si c'est plus compliqué pour l'instant entre nous, par exemple, ou même si maman est très fatiguée pour le moment, je t'aime toujours, même si je n'arrive plus à te le montrer ou pas autant que tu le voudrais, mais si je t'aime toujours. Et en fait, certains parents disent oui, mais ces mots, je ne les ressens pas. C'est pas grave parce que l'enfant, il a besoin de s'y accrocher. Vous voyez, c'est comme bon, Saint-Nicolas, pour les parents belges en ce moment, ils savent bien que finalement, l'enfant, il a la capacité de s'accrocher à ce qu'il a envie de croire. Et donc, si on lui donne un tout petit peu à quoi s'accrocher, il va s'y accrocher. Donc, c'est très important de le dire. Et c'est pas grave, ça reviendra progressivement. Et alors, essayer de trouver avec cet enfant avec lequel c'est un peu plus difficile. Donc, ne pas... bon, parmi les millions de choses à faire, hein, ça peut vraiment faire l'objet de... Idéalement, c'est pas la peine de se tourner vers un professionnel, mais une chose qui pourrait être pas mal, c'est de trouver ce qu'on appelle un petit temps de qualité. Alors, c'est quoi un temps de qualité avec un enfant? C'est une activité que tant l'enfant que le parent adore. Donc, c'est pas le parent qui se sacrifie pour faire un jeu de société ou un jeu qui plaît à l'enfant. Non, ça, c'est pas un temps de qualité. C'est pas non plus l'enfant qui se sacrifie pour aller voir un musée avec son parent. Ça, c'est pas un temps de qualité non plus. Donc, c'est vraiment une activité que les deux aiment. Et donc, si les deux, ils aiment telle série télévisée ou que c'est danser dans le salon à tue-tête ou peu importe ce que c'est, ça ne doit avoir aucune valeur éducative, juste un moment, si court soit-il, ça peut être 5 minutes, d'émotions positives partagées. Et ben ça vaut la peine d'essayer d'instaurer ça avec cet enfant-là en particulier, pour que, ma fille vient me rappeler à l'ordre en tant que maman, ça vaut la peine parce qu'alors l'enfant a justement ces petites choses auxquelles se raccrocher et où là, l'enfant ressent que son parent prend du plaisir, même si ça dure que 5 minutes. Il y a une question aussi intéressante qui mentionne le fait, quand on a parlé de prendre soin de soi, Faiza qui dit quand on prend soin de soi, quand on n'a pas été élevé comme ça, c'est pas évident. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement quand on n'a pas été habitué à ce que ce soit une évidence pour nous que de prendre soin de soi? Oui, c'est une excellente question. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on remarque aussi dans les prises en charge. C'est qu'en fait,
parfois, on est plein de bonnes intentions, on fait pire que bien. Donc, on pourrait se dire, ben, ce parent n'a plus de temps pour lui. Évidemment qu'on va lui dire qu'il doit reprendre du temps pour lui. Mais parfois, en fait, cette injonction-là, elle crée plus de détresse qu'autre chose parce que soit le parent n'est pas encore mûr pour s'en donner l'autorisation, soit il n'a tout simplement pas la possibilité de le faire. Et donc, effectivement, c'est pas une prescription, entre guillemets, qu'on va donner d'emblée, parce qu'elle peut effectivement créer de la détresse. Et donc, c'est quelque chose qui parfois va faire l'objet d'un long travail avec le parent pour qu'il se donne l'autorisation ou qu'il soit enfin dans les conditions qui permettent de prendre un peu plus soin de lui. C'est tout à fait vrai. Et donc, si on sent qu'on n'est pas encore capable, voilà, il ne faut pas se dire que c'est le seul moyen de sortir du burn-out. Pas du tout. Il y a plein de moyens de sortir du burn-out, d'où l'intérêt justement de faire cette balance, parce qu'en fait, elle va permettre d'identifier plein de leviers différents. Et ça, c'est un levier parmi d'autres, mais c'est clairement pas le seul. Ok. Merci. Margot, on va tout doucement clôturer, parce qu'il est déjà 18h40. On entend que Moïra, sa petite fille, est en train de demander quand est-ce que… Ma petite fille est effectivement impatiente parce que c'est le deuxième webinaire que je donne cette semaine. Et donc, c'est un peu… Il est tard. Qui était le soir. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour elle aujourd'hui, enfin cette semaine en l'occurrence. Ok, donc ce qu'on peut dire, pour ma part en tout cas, si les personnes ont envie d'en savoir un petit peu plus par rapport à ce qu'on a dit ce soir, moi j'ai eu la chance d'être effectivement formée au Training Institute of Parental Burnout. Donc si les gens ont envie d'en savoir plus sur le sujet, de traiter de plus en profondeur des points qui ont été discutés ce soir avec Moïra, il y aura une conférence qui sera donnée la semaine prochaine, en fait une formation en digital, lundi et mardi, de 2 fois 4 heures sur le sujet. Donc les gens qui veulent s'inscrire, ils pourront aller sur le site DemoSkills pour pouvoir s'inscrire. C'est en digital et comme ça, ils pourront en savoir davantage sur les outils qu'on peut utiliser avant même d'aller voir un spécialiste et surtout les différents, la balance risque-ressources sur laquelle on peut travailler pour un peu mieux comprendre effectivement si potentiellement les gens sont en burn-out ou tout simplement pour avoir effectivement une sensibilisation sur le sujet pour pouvoir éventuellement aider d'autres gens quand ils constatent qu'il y a des grosses différences entre comment était à un moment donné un parent et comment il se retrouve actuellement, par exemple avec tout ce qui est en lien avec la négligence de l'enfant, etc. Donc ça, c'est pour ma part, Moïra. Et puis alors, de ton côté, pour les professionnels. Les professionnels, effectivement, qui nous écoutent et qui ont envie d'aller encore plus loin, il y a aussi effectivement, donc avec Isabelle, on a le Training Institute for Parental Burnout qui organise une série de formations, dont des formations en ligne. Et cette formation-ci, comprendre, diagnostiquer et traiter le burn-out parental, c'est la formation. Non, ce n'est pas celle que toi tu as suivie. Hein. Toi, tu avais suivi une formation sur site, Karine. Non, les deux, j'ai fait les deux. Ah oui, tu as fait les deux. Allez, c'était encore possible de faire des formations sur site. Et donc voilà, ça c'est une formation en ligne. Et donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site du Training Institute for Parental Burnout. Ok. Eh bien, pour ma part, un grand merci, Moïra, pour cette conférence super intéressante, cette interaction. J'espère que ça a plu aux différents participants. Merci, Margot, pour cette belle collaboration. Et j'espère qu'on pourra se retrouver très bientôt pour un autre webinaire en lien avec le bien-être. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis au plaisir de se retrouver pour une prochaine conférence en ligne. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Moïra, au revoir. Au revoir, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à toi.